Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nos villes ressemblent à ce qu'elles sont aujourd'hui? Pourquoi ces immenses tours de verre et d'acier, ces maisons aux lignes épurées et ces bâtiments qui semblent parfois défier les lois de la gravité? Pour comprendre, il faut remonter le temps à une époque de changements radicaux, la fin du XIXe siècle. C'est là que notre histoire commence, l'histoire fascinante de l'architecture moderne. Imaginez un monde en pleine ébullition. L'industrialisation bat son plein, les usines tournent à plein régime, et les villes, comme des aimants, attirent des millions de personnes en quête d'une vie nouvelle. Paris, Londres, New York, Berlin, partout, les populations explosent. Les anciennes cités, avec leurs rues étroites et leurs bâtiments bas, suffoquent. Les styles architecturaux du passé, inspirés par les Grecs, les Romains ou le Moyen Âge, sont magnifiques, certes, mais ils ne sont plus du tout adaptés à cette nouvelle réalité. On construit des gares, des usines, des grands magasins, des immeubles de bureaux, des bâtiments pour lesquels les vieilles recettes ne fonctionnent plus. L'architecture est en crise, elle doit se réinventer pour répondre aux besoins urgents de la société moderne. Et puis, une révolution silencieuse se produit. De nouveaux matériaux, presque magiques, apparaissent. L'acier, le béton armé et d'immenses plaques de verre. Jusqu'alors, les architectes étaient prisonniers de la pierre et du bois. Ils devaient composer avec des matériaux lourds qui limitaient la hauteur et la taille des ouvertures. Soudain, tout devient possible. L'acier permet de créer des structures squelettiques incroyablement solides et légères. On peut enfin construire en hauteur, très en hauteur. Le béton armé offre une liberté de forme inédite, on peut le couler, le modeler. Et le verre, produit en grande quantité, permet de remplacer les murs porteurs par des façades transparentes, inondant les intérieurs de lumière naturelle. Ces matériaux ne sont pas juste une alternative, ils sont un appel à penser différemment, à imaginer une architecture totalement nouvelle. C'est aux États-Unis, dans une ville dévastée par un grand incendie en 1871, que le futur va prendre forme. Cette ville, c'est Chicago. Reconstruire vite et plus grand devient une nécessité. Les architectes de ce qu'on appellera l'école de Chicago saisissent cette opportunité. Ils utilisent les nouvelles structures en acier pour inventer un type de bâtiment qui va changer la face du monde. Le gratte-ciel. L'un de ces pionniers, l'architecte Louis Sullivan, va formuler une idée qui résonne encore aujourd'hui. Il observe la nature, les formes des animaux, des plantes, et il en tire une conclusion simple mais révolutionnaire. La forme doit toujours découler de la fonction. Form follows function. La forme suit la fonction. Pour lui, un bâtiment de bureau ne doit pas ressembler à un palais de la Renaissance. Son apparence doit exprimer son usage, sa structure interne. Fini les ornements inutiles qui cachent la vérité du bâtiment. L'esthétique doit naître de l'efficacité. C'est un changement de paradigme complet. L'un des élèves les plus brillants de Sullivan, un jeune homme au talent immense et au caractère bien trempé, va pousser cette réflexion encore plus loin. Il s'appelle Frank Lloyd Wright. Wright partage l'idée que l'architecture doit être honnête, mais il y ajoute une dimension poétique et spirituelle. Pour lui, un bâtiment ne doit pas seulement être fonctionnel, il doit être en harmonie avec son environnement. Il développe ce qu'il appelle l'architecture organique. Une maison, selon lui, ne doit pas être posée sur une colline, mais être de la colline. Elle doit sembler pousser naturellement du sol, s'intégrer au paysage, utiliser des matériaux locaux. Il ouvre les espaces intérieurs, abolit les cloisons inutiles et crée des lieux de vie fluides et connectés à la nature. Avec ses célèbres Prairie Houses, il pose les bases d'une architecture moderne plus humaine, plus sensible, qui cherche à créer un lien profond entre l'homme et son habitat. Il nous montre que la modernité n'est pas forcément froide et mécanique. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, une autre révolution se prépare. Après la défaite de la Première Guerre mondiale, le pays est en pleine reconstruction, non seulement physique, mais aussi idéologique. C'est dans ce contexte qu'une école d'un genre nouveau ouvre ses portes en 1919 à Weimar, le Bauhaus. Son fondateur, l'architecte Walter Gropius, a une vision radicale. Il veut réunir l'art, l'artisanat et l'industrie. Fini la distinction entre l'artiste et l'artisan, entre le beau et l'utile.
L'objectif est de créer des objets et des bâtiments fonctionnels, abordables et esthétiques, conçus pour la production de masse. Au Bauhaus, on expérimente avec les formes géométriques pures, le carré, le cercle, le triangle, les couleurs primaires et les nouveaux matériaux. L'ornementation est considérée comme un crime. Chaque ligne, chaque surface doit avoir une raison d'être. C'est la naissance du design industriel tel que nous le connaissons. Le Bauhaus ne va exister que 14 ans, avant d'être fermé par les nazis, mais son influence sera colossale et durable. Ses professeurs et ses étudiants, en s'exilant, vont diffuser ses idées à travers le monde entier. Dans les années 1920 et 1930, toutes ces idées convergent. Un style unifié émerge, qui va rapidement se répandre de l'Europe aux États-Unis et au-delà. On l'appelle le style international. Ses caractéristiques sont facilement reconnaissables. Des formes géométriques simples, souvent cubiques, des toits plats qui peuvent servir de terrasse, de grandes surfaces vitrées, souvent en bandes horizontales, des façades lisses et blanches sans aucune décoration, et des plans d'étages ouverts rendus possibles par les nouvelles structures portantes. C'est une architecture qui se veut universelle, rationnelle, et qui rejette toute référence historique ou nationale. L'un de ses maîtres, l'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, qui deviendra le dernier directeur du Bauhaus, résumera cette philosophie en une phrase devenue célèbre. « Less is more » et moins, c'est plus. La beauté ne vient pas de l'ajout, mais de la soustraction, de la pureté de la structure et de la qualité des matériaux. La simplicité devient le comble du raffinement. Et puis, il y a la figure peut-être la plus emblématique et la plus controversée de ce mouvement. L'architecte franco-suisse, Le Corbusier. Visionnaire génial pour les uns, technocrate froid pour les autres, son influence est indéniable. Le Corbusier est fasciné par le monde moderne, par les machines, les avions, les paquebots. Il y voit une beauté fonctionnelle, une efficacité qu'il veut transposer à l'architecture. Il proclame une phrase choc. La maison est une machine à habiter. Pour lui, la maison doit être conçue avec la même rigueur et la même logique qu'un outil industriel. Il développe des principes clairs, la maison sur pilotis pour libérer le sol, le toit terrasse, le plan libre, la fenêtre en bandeau et la façade libre. Mais il ne s'arrête pas à la maison. Il rêve de réorganiser la ville entière selon des principes rationnels. Des tours d'habitation séparées par de vastes espaces verts, des zones bien définies pour habiter, travailler et se divertir, reliées par de grandes autoroutes. Ces idées, qui visaient à résoudre les problèmes d'hygiène et de surpopulation, ont façonné une grande partie de l'urbanisme d'après-guerre. Mais elles ont aussi été critiquées pour leur rigidité, leur manque d'échelle humaine, et la destruction du tissu urbain traditionnel qu'elles ont parfois entraîné. Ainsi, en quelques décennies à peine, l'architecture a connu une transformation plus profonde que durant tous les siècles précédents. Portée par la révolution industrielle, de nouveaux matériaux et des penseurs audacieux, elle s'est réinventée pour créer le monde dans lequel nous vivons. De la formule « la forme suit la fonction » de Sullivan à l'harmonie avec la nature de Wright, de la rationalité du Bauhaus au minimalisme de Mies van der Rohe et à la vision radicale de Le Corbusier, ces pionniers ont posé les fondations de notre modernité. Leur héritage est partout autour de nous, dans la silhouette de nos villes, la conception de nos maisons, et même le design des objets que nous utilisons chaque jour. Comprendre leur histoire, c'est détenir une clé pour lire et apprécier le paysage bâti qui nous entoure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans l'histoire de l'architecture vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Dites-moi en commentaire quel bâtiment moderne vous fascine le plus. À très bientôt.